Bonjour à tous. Dans ce dernier diaporama du chapitre 2, nous allons étudier la dispersion et le transfert des polluants dans la biomasse. Donc il faut savoir que les espèces vivantes, par leur activité notamment métabolique, favorisent non seulement la dispersion des substances toxiques, puisque certaines sont mobiles, et elles vont également assurer dans certains cas la concentration des substances, notamment des pesticides, par rapport à leur milieu. C'est-à-dire que l'on va retrouver des doses supérieures dans les tissus des végétaux ou des animaux par rapport à la concentration de polluants que l'on retrouve dans le sol, dans l'eau ou dans l'air. Alors on va dans un premier temps voir quels sont les modes de contamination de la biomasse, que ce soit la biomasse terrestre ou la biomasse aquatique. Et dans un second temps, on verra quelle est la concentration éventuellement qui peut se produire des polluants à l'intérieur des organismes. Et dans un dernier temps, on verra comment ces polluants se comportent dans les chaînes trophiques. Donc dans un premier temps, mode de contamination de la biomasse. Donc si on s'intéresse aux biocénoses terrestres, on peut d'une part étudier les végétaux et d'autre part les animaux. Donc tout d'abord, les végétaux. Donc les végétaux sont capables d'absorber les polluants, soit au niveau des racines, s'il s'agit de polluants que l'on retrouve dans le sol, soit au niveau des parties aériennes, notamment au niveau des feuilles, s'il s'agit de polluants qui sont dans l'air, dans l'atmosphère. Donc on a divers polluants qui peuvent être absorbés par les racines, notamment après leur dégradation par les micro-organismes du sol et la solubilisation dans l'eau du sol. Donc je vous avais dit que la fraction de polluants qui est dans l'eau interstitielle est la fraction qui est biodisponible, c'est-à-dire la fraction qui est capable de pénétrer les membranes plasmiques des cellules, donc notamment les membranes plasmiques des cellules de la racine. Et souvent, l'action des micro-organismes est essentielle pour dégrader le polluant et faciliter son absorption. Donc il y a certains polluants qui sont absorbés par le sol, mais il ne faut pas oublier la contamination par voie aérienne. Certains polluants de petite taille sont capables de passer à travers les petits pores que sont les stomates. Je vous rappelle que les stomates, ce sont des structures délimitées par deux cellules de garde qui vont pouvoir s'ouvrir et se fermer selon les conditions météorologiques et le stress de la plante, le stress hydrique notamment. Donc les polluants qui arrivent à traverser ces stomates sont en général des polluants de petits poids moléculaires ou hydrophiles. Il y a un autre mode de contamination des feuilles, c'est via la cuticule. La cuticule est de nature hydrophobe, et donc certains polluants qui sont également hydrophobes ou lipophiles vont pouvoir se déposer sur cette cuticule et progressivement pénétrer à l'intérieur des tissus de la feuille par diffusion à travers cette cuticule. Donc c'est un peu une sorte de réservoir de polluants qui va être déposé sur la cuticule et qui va progressivement pénétrer à l'intérieur de la feuille. Donc ça va être essentiellement pour des polluants lipophiles, mais aussi des polluants de haut poids moléculaire qui vont donc précipiter et être piégés dans la cuticule séreuse. Donc par exemple le benzène. Donc au niveau des feuilles, pour résumer ce que je viens de dire, pour prendre vos notes, donc vous avez soit une absorption au niveau des stomates pour des composés de petits poids moléculaires ou qui sont très volatiles ou solubles dans l'eau. Et vous avez également une absorption par la cuticule suite à la dissolution des polluants dans la cuticule. Et cela concernera essentiellement les composés lipophiles et ceux de haut poids moléculaire. Alors concernant la biomasse terrestre animale, elle peut être contaminée de trois façons. Donc soit par contact cutané, soit par inhalation de molécules qui sont présentes dans l'atmosphère, soit par contamination par la nourriture, par ingestion. Donc c'est ce qu'on va noter ici. Donc la contamination des animaux, elle se fait soit par voie trophique, digestive. Par exemple, si des vers de terre mangent de la terre qui contient de la matière organique elle-même fixant des polluants, il s'agira d'une contamination par voie trophique digestive. Et les absorptions par voie trophique digestive, on appelle ça des absorptions actives via des aliments contaminés. Mais vous avez également deux modes de contamination qu'on va dire passifs qui se font vraiment à travers le tégument ou à travers la peau. Donc notamment c'est l'absorption tégumentaire et l'autre absorption passive c'est l'absorption par les poumons pour les animaux qui vivent en milieu terrestre, mais ça peut être également par les trachées si on prend les insectes. Et donc ces deux types de contamination, tégumentaire et pulmonaire, sont considérés comme passives puisqu'elles ne mettent pas en jeu une contamination par la nourriture. Alors maintenant, si on s'intéresse au réseau trophique aquatique,
Donc les végétaux aquatiques, ce sont en général donc les algues qui sont à la base de la chaîne trophique. Donc les algues, elles vont être essentiellement contaminées par contact direct à travers leur membrane plasmique. Et si on s'intéresse aux animaux, de la même manière que pour la biocénose terrestre, il y aura deux types de contamination. Une contamination active par ingestion de nourriture contaminée. Donc soit cette nourriture, elle sera prélevée sur le sol. Dans ce cas-là, on dira que ce sont des détritivores. Soit les animaux vont filtrer également l'eau, donc dans ce cas-là on parlera de filtreurs, et ils vont récupérer des particules alimentaires, donc des micro-organismes ou du zooplancton par exemple qui vont être contaminés. Mais vous avez également une voie de contamination passive qui est l'absorption par contact direct à travers la peau ou à travers les branchies. Du coup, comme les branchies sont des structures évaginées, on les met un peu dans la même catégorie que l'absorption par contact tégumentaire. Et donc, c'est aussi une contamination que l'on dit passive. Donc ça, c'était pour revenir rapidement sur les différents modes de contamination. Maintenant, on va voir ce qui se passe à l'intérieur des organismes. Au sein des organismes, il peut se produire deux phénomènes de concentration des polluants et on va distinguer en fait deux termes bien particuliers qui sont donc la bioconcentration et la bioaccumulation. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que la bioconcentration? La bioconcentration, il faut écrire cette définition. Donc c'est l'accumulation par l'organisme de substances à une concentration supérieure à celle que l'on mesure dans l'eau ou dans les sols environnants. Et cette contamination, on considère, dans le cas de la bioconcentration, ça ne concerne qu'une contamination qui se fait par contact direct. Donc je vous ai dit, par la respiration ou par contact cutané, que ce soit pour les biocénoses terrestres ou les biocénoses aquatiques. Donc cette accumulation du polluant dans les tissus des organismes, elle se fait par une contamination passive, donc soit par la peau, soit par les branchies, ou soit par la peau et les poumons par exemple. Donc c'est un processus que l'on va considérer comme passif puisqu'il ne met pas en jeu l'alimentation et il ne met pas en jeu donc une contamination indirecte par l'alimentation de l'animal ou de la plante. Enfin, en général, c'est plutôt pour les animaux que l'on va faire cette distinction puisque les plantes ne se nourrissent pas de matière organique. Donc si on regarde ce qui se passe, une modélisation dans l'organisme, donc le polluant peut s'accumuler par la respiration, donc il va y avoir une constante d'absorption du polluant par la respiration. Il peut s'accumuler par voie cutanée, donc il va y avoir une constante d'absorption par voie cutanée. Et dans l'organisme, il va subir des modifications que l'on verra par la suite. Donc c'est ce qu'on appelle l'ADME, absorption, distribution, métabolisme, excrétion, qui fait que les polluants vont pouvoir être plus ou moins rejetés selon les types de polluants. Dans les fesses, l'urine, ils vont participer également, ils vont être également dégradés, donc ils vont participer à des réactions du métabolisme, donc c'est ce qu'on appelle les biotransformations, et tout ça va contribuer à diminuer la concentration du polluant dans l'organisme. Mais si ces constantes d'absorption sont supérieures aux constantes d'élimination, eh bien à terme il y aura donc une concentration du polluant dans l'organisme qui sera supérieure à celle que l'on trouve dans son milieu environnant. Et dans ce cas-là, on dirait que le polluant a été bioconcentré. Et donc on peut mesurer ce qu'on appelle un facteur de bioconcentration. C'est tout simplement le rapport des concentrations entre celles que l'on trouve, donc de polluants, entre celles que l'on trouve dans l'organisme et celles que l'on trouve dans l'eau. Donc le BCF, ou le facteur de bioconcentration, c'est égal à la concentration du polluant que l'on mesure dans les tissus de l'organisme sur la concentration du polluant que l'on mesure dans l'eau ou dans le sol. J'ai pris un exemple où c'était l'eau. Alors, ça nécessite d'être sûr que la contamination ne se fait que par contact direct. Donc, la mesure du BCF, c'est une mesure qui se fait en laboratoire, à l'équilibre. On attend que le polluant soit à l'équilibre entre l'absorption et l'élimination. Et on est sûr qu'il n'y a pas d'alimentation contaminée par le polluant. Et comme ça, on peut estimer le BCF. Donc, je vais vous montrer un petit protocole de mesure de BCF. Donc, l'idée, c'est de travailler sur des poissons que l'on va donc exposer au polluant d'intérêt via un contact direct par l'eau. Et pendant 28 jours, donc, on va faire une expérience où on va
déposer l'animal dans une eau contaminée et on va mesurer la concentration que l'on trouve de polluants à l'intérieur du poisson. Alors, on donne une alimentation non contaminée pendant toute l'expérience pour être sûr qu'il n'y a pas de contamination par la voie trophique et que c'est bien une contamination uniquement par voie directe. Donc dans un premier temps, vous voyez, on suit ici au cours du temps la concentration dans le poisson. On voit que la concentration, elle augmente. Donc si on laisse le système évoluer longtemps, au bout d'un moment, la concentration que l'on trouve de polluants dans l'organisme atteint une concentration maximale qui est la concentration à l'équilibre du système quand le polluant est à l'équilibre entre l'eau et le milieu et l'intérieur de l'organisme. Donc cet équilibre, il peut se définir de la manière suivante. Ça veut dire qu'il y a autant d'élimination que d'accumulation de polluants dans l'organisme. Donc pendant la phase 1, on va donc exposer l'organisme aux polluants, donc ce qui fait qu'il y a une augmentation de la concentration du contaminant dans l'organisme jusqu'à atteindre cet état d'équilibre où il y a autant d'accumulation que d'élimination. Et on va faire donc une exposition de longue durée aux contaminants d'à peu près 28 jours. Enfin, 28 jours, c'est un protocole qui est fixé. Et puis, donc, on s'assure que l'eau est la seule source de contamination puisque l'on donne à l'animal une alimentation non contaminée. Et donc, on va mesurer le BCF lorsque l'on a atteint l'équilibre. Donc, le BCF, c'est la concentration de polluants que l'on va mesurer à l'équilibre dans les tissus du poisson sur la concentration du polluant que l'on mesure dans l'eau. Alors ce protocole peut se poursuivre par une deuxième phase qui est une phase d'élimination où on va mettre le poisson dans une eau non contaminée, ce qui fait qu'il y aura juste une élimination du polluant, il n'y aura plus d'absorption mais que d'élimination du polluant. Et ça va permettre de mesurer la constante d'élimination du polluant. Plus la concentration de polluant diminue vite chez le poisson, plus ça veut dire que cette constante est importante, cette constante d'élimination. Alors cette expérience, elle est notamment préconisée dans le cadre de la réglementation REACH. Donc c'est une réglementation européenne qui oblige les différents fabricants de produits chimiques à tester les produits chimiques avant de les mettre sur le marché et notamment à estimer si ce sont des polluants qui sont capables de se bioconcentrer dans les organismes. Et s'ils se bioconcentrent dans les organismes, ils sont potentiellement plus ciblés par la réglementation parce qu'ils peuvent se retrouver à des taux très élevés dans les populations humaines mais aussi de tout autre type de l'écosystème. Donc on estime que cette manipulation coûte 125 000 € pour tous les produits chimiques que l'on a utilisés. Donc c'est difficile de l'imposer à tous les produits chimiques. Donc le test a été rendu obligatoire pour des produits qui sont commercialisés avec une grande quantité, à plus de 1000 tonnes par an, et ceux dont le log de CO est supérieur à 2,7. Donc on va voir que le CO, c'est un facteur qui permet d'estimer la lipophilie des substances. Et plus un polluant est lipophile, plus il y aura un BCF relativement important. Donc on va essayer de faire une présélection des produits que l'on doit tester à l'aide de ce CO. Donc on va le revoir après ça. Donc il faut savoir également que l'expérimentation animale est réglementée. Donc travailler sur des poissons, c'est des vertébrés, donc c'est réglementé. Donc on a aussi une réglementation européenne qui limite l'expérimentation sur les animaux. Donc c'est pour ça qu'on limite aussi le type de produits qui doivent être testés. Alors justement, pour revenir sur cette notion de CO, il y a un petit graphique assez parlant là que l'on peut regarder. Donc ici, c'est la solubilité de la substance dans l'eau. Et ici, c'est le facteur de bioconcentration que l'on mesure par l'expérience faite chez les poissons que je viens de vous décrire. Et vous voyez que plus la solubilité dans l'eau augmente, plus le facteur de bioconcentration diminue. Ou autrement dit, plus la lipophilie augmente, c'est une simplification, mais plus le polluant est hydrophobe et lipophile, plus il va avoir tendance à avoir un facteur de concentration, de bioconcentration très élevé. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser le CO qui est un peu l'inverse de la solubilité dans l'eau. Plus le CO est important, plus ça veut dire que ce polluant a tendance à se distribuer dans une phase hydrophobe et donc aime peu l'eau et aura tendance à se bioconcentrer. Donc qu'est-ce que ce CO exactement? C'est le coefficient de partage octanol-eau qui simule le partage entre les graisses des tissus et l'eau.
Le principe de l'estimation du CO est le suivant. On place des molécules de polluants donc en solution dans un mélange d'eau et d'octanol, l'octanol représentant un solvant organique qui simule les graisses. Et au bout d'un moment, les deux phases eau et octanol vont se séparer et le polluant donc va se répartir entre les deux phases. Et plus il a une affinité importante pour la phase octanol, plus la concentration dans la phase octanol sera élevée et la concentration dans la phase eau sera faible. Et donc le CO, c'est le rapport des concentrations du polluant que l'on mesure dans l'octanol sur celles que l'on mesure dans l'eau. Donc CO, on l'appelle également P, et donc P, ce facteur P, c'est le coefficient de partage octanol sur eau, donc c'est la concentration du polluant dans l'octanol sur la concentration du polluant que l'on mesure dans l'eau. Et parfois on a des polluants qui sont par exemple 10 000 fois plus concentrés dans l'octanol que dans l'eau. Donc pour éviter d'avoir des grands nombres comme ça, 10 000, on va plutôt travailler avec le log de ces grands nombres. Et donc par exemple 10 000, log de 10 000, ça va être 4. Donc dans ce cas-là, on dira que ce polluant a un log de CO de 4. Et donc c'est ce que vous avez ici. Vous voyez, vous avez des polluants qui ont des logs de CO de plus en plus élevés, donc qui sont de plus en plus lipophiles. Et on a regardé le BCF, donc en log que l'on a obtenu donc chez des poissons, en utilisant le protocole que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez que finalement, plus on augmente la lipophilie, puis le BCF est relativement élevé et on a même une relation linéaire entre le log du BCF et le log de CO pour certains polluants. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le CO pour estimer. On estime qu'à partir de 2,7, vous voyez, le log de BCF devient significatif, donc la bioconcentration de la substance devient significative et il faut le tester du coup chez les poissons. À ne pas confondre avec le COC qui était le coefficient de partage avec le carbone organique. Donc ça fait beaucoup de constantes de paramètres physico-chimiques, mais on reprendra tout ça dans une étude d'article scientifique. Donc vous pouvez noter la formule à retenir, le CO, donc pour octanol water, le coefficient de partage octanol water. Et donc on peut prouver que pour certains polluants, il existe une corrélation positive entre le log de CO et le log de BCF. Autrement dit, plus le log de CO est important, plus le log de BCF est important. Mais cela ne marche que pour certains produits testés, un grand nombre de polluants testés, mais il y a certains polluants qui font un peu exception. Et on n'a pas forcément de corrélation entre le log de CO et le log de BCF. C'est ce que je vais vous montrer ici. Si on fait une estimation pour une toxine, l'anatoxine, du BCF en utilisant le log de CO, on devrait estimer que le BCF n'est que de 2,6. Autrement dit, il y a 2,6 fois plus de polluants dans l'organisme que dans l'eau. Mais si on fait des mesures vraiment réelles en laboratoire, on voit que le BCF qui est mesuré est de l'ordre de 170-300 même. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas forcément de corrélation aussi jolie que ce que je vous ai montré précédemment entre les BCF expérimentaux et le CO et les BCF prédits du coup par les relations mathématiques. Nous en avons terminé avec la bioconcentration et son estimation soit en laboratoire, soit à l'aide du log de CO. Maintenant, on va voir quelle est la différence avec la bioaccumulation. La bioaccumulation, c'est la même chose, c'est l'accumulation de polluants, de toxiques dans les organismes à une concentration supérieure que celle que l'on trouve dans le milieu extérieur. Mais cette fois-ci, cette accumulation, on considère qu'elle est réalisée à la fois par les voies cutanées, respiratoires, mais aussi la nourriture. Donc dans ce cas, si on modélise, la constante d'absorption par la respiration, la constante d'absorption cutanée, la constante d'absorption par la nourriture sont plus élevées ensemble que la constante d'élimination et la constante de biotransformation du polluant, ce qui fait qu'on va avoir une accumulation du polluant dans l'organisme, mais par voie active également, en plus des voies passives dont on a parlé tout à l'heure. Donc on peut mesurer le BAF, c'est le facteur de bioaccumulation, qui va être la concentration du polluant que l'on mesure dans l'organisme sur celle que l'on mesure dans le milieu, donc l'eau ou le sol. Donc vous voyez que c'est exactement la même formule que pour le BCF. La seule chose qui varie entre les deux, c'est le contexte. Là, en général, ça va être fait sur des organismes que l'on prélève sur le terrain, et donc on sait qu'il y a une contamination en général par voie trophique dans ces organismes, et on ne sait pas si l'organisme est à l'équilibre avec son milieu, c'est-à-dire
si la concentration dans l'organisme ne varie plus. Donc là, c'est une valeur in situ avec alimentation potentiellement contaminée et on ne sait pas si on est à l'équilibre et en général, l'histoire de vie des individus fait qu'on ne fait pas un prélèvement au moment où ils sont à l'équilibre. Alors il y a certaines espèces que l'on peut prélever pour mesurer ces accumulations et qui ont la particularité d'accumuler justement beaucoup de polluants, notamment liés à leur mode d'alimentation. Donc, par exemple, les lombrics, je vous ai dit qu'ils mangeaient énormément de terre. Et donc, la terre contient beaucoup d'humus qui est contaminé. Et on estime qu'ils mangent à peu près donc 6 fois sa masse d'humus par jour. Donc, ce qui va permettre d'être à l'origine d'une grande contamination via la voie digestive. On peut prendre aussi l'exemple des mollusques bivalves, qui sont des organismes filtreurs et qui filtrent une grande quantité d'eau, notamment qui vont contenir des pesticides, des métaux lourds. Et donc ces aliments filtrés contiennent ces polluants et vont pouvoir contaminer les mollusques bivalves et on va se retrouver avec des BAF de l'ordre de parfois 10 000, 100 000, c'est-à-dire que les concentrations que l'on va retrouver à l'intérieur des tissus de ces organismes sont 100 000 fois plus élevées que celles que l'on trouve dans l'eau. Donc ça, c'est en général lié au mode trophique. Ça peut être lié aussi aux tissus. Donc par exemple, les tubercules des végétaux peuvent contenir des lipides qui vont favoriser l'accumulation des produits, des pesticides lipophiles ou des polluants lipophiles. Donc voilà pour des exemples d'organismes bioaccumulateurs que l'on peut donc prélever dans le milieu pour mesurer le taux de bioaccumulation. Dernière notion que l'on verra dans ce chapitre, c'est la bioamplification, que vous confondez très souvent avec la bioaccumulation. Notamment pour la chlordécone, il se produisait un phénomène de bioamplification. Donc qu'est-ce que c'est que la bioamplification? Vous pouvez noter sa définition. C'est le fait que la concentration du toxique augmente à chaque niveau trophique, de telle sorte que les superprédateurs qui sont situés au sommet de la chaîne présentent des concentrations dans les tissus de polluants qui sont largement supérieures à celles que l'on mesure dans les premiers niveaux trophiques, donc les producteurs primaires par exemple. Donc si par exemple on mesure les concentrations des polluants, donc on a une pyramide des concentrations qui est inversée, c'est-à-dire que à la base les concentrations sont faibles et dans les superprédateurs les concentrations sont élevées. Alors tous les polluants ne subissent pas une bioamplification. On verra dans le travail dirigé qu'il y a certains polluants, au contraire, qui vont être plus concentrés dans les tissus des végétaux, donc des producteurs primaires, et moins concentrés dans les superprédateurs. Donc on va essayer de relier les propriétés physico-chimiques des polluants à leur capacité de bioamplification ou au contraire de diminution de la concentration. Donc ça c'est ce qu'on va faire dans le travail du TD. Alors quel est le principe en fait? C'est que au fur et à mesure que l'on monte dans les chaînes trophiques, en fait les biomasses de chaque niveau trophique diminuent. Autrement dit, le polluant qui était dilué dans un grand nombre d'individus va se retrouver au fur et à mesure concentré dans les tissus d'un plus petit nombre d'individus qui vont donc accumuler les polluants provenant de plusieurs proies. Donc ce que l'on peut faire, c'est mesurer le facteur de transfert. Le facteur de transfert, c'est tout simplement le rapport des concentrations de polluants entre le prédateur et la proie. C'est-à-dire qu'on mesure la concentration du polluant dans le prédateur, donc c'est ce qui est appelé polluant N, et on divise par la concentration du polluant qu'on a dans la proie. Et donc si la concentration du polluant est supérieure dans le prédateur par rapport à la proie, alors il y a une augmentation de la concentration du polluant dans le prédateur. Donc on a une bioamplification. Donc si le FT est supérieur à 1, on a une bioamplification. Par contre, si la concentration du polluant dans le prédateur est inférieure à celle que l'on trouve dans la proie, alors le FT sera inférieur à 1 et ça veut dire qu'on sera plutôt dans un cas d'une diminution des concentrations du polluant, donc on ne sera pas dans un cas de bioamplification. Donc écrivez en gros quelque part bioaccumulation différent de bioamplification. Bioaccumulation, c'est juste une accumulation par rapport au milieu. On ne va pas regarder par rapport à la proie, tandis que la bioamplification, on va regarder ce qui se passe dans la chaîne trophique, donc si la concentration du polluant est plus élevée dans les prédateurs que dans sa proie. Donc nous allons reprendre ces différentes notions dans le travail dirigé
Merci à tous pour votre attention.